Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu. C'est mercredi. Toutes nos excuses pour ces grands retards avec lesquels nous démarrons cette émission. L'électricité nous a causé beaucoup de soucis et on n'avait pas d'autre choix que de patienter jusqu'à ce que les courants soient rétablis. Qu'à cela ne tienne, on est là pour décortiquer ensemble avec vous l'actualité qui reste dominée par le carnage des Goma, les gouverneurs militaires Constant Ndima est rappelé à Kinshasa pour des consultations. Entre-temps, le procès sur place au niveau des Goma se poursuit encore. Certains officiers, tant du côté de la garde républicaine que des FRDC, sont placés sur les bancs des accusés. Les manifestants sont poursuivis également pour crimes contre l'humanité. Nous attendons toujours les rapports qui seront livrés par la délégation gouvernementale qui a été dépêchée sur place depuis quelques jours. L'actualité, c'est aussi les dossiers Jean-Marc Kabound. Les verdicts étaient attendus, c'est mercredi 6 septembre, mais aux dernières nouvelles, la Cour a décidé de renvoyer l'affaire au 13 septembre prochain. Jean-Marc Kabound est donc toujours détenu au niveau de la prison centrale de Makala. Denis Kadima ne décolère pas, les élections auront bel et bien lieu dans le délai. Nous attendons jusque-là l'ouverture officielle des bureaux de réception et traitement des candidatures pour les comptes de la présidentielle. Je reçois sur ces plateaux un habitué de ces plateaux, de cette émission, pardon. Il s'appelle Jonathan Gbele, initiateur du parti politique Pour l'amour du Congo. Il est de la coalition Lamouka et proche de Martin Fayoulou. Bienvenue, cher Jonathan. Merci, cher Hervé, de l'invitation. Permets-moi de saluer et rendre les vibrants hommages à nos différents compatriotes qui ont pris l'habitude de nous accompagner dans ces combats. Et je m'avais là faire mention spéciale à tous ceux-là qui nous suivent ou qui auront l'amabilité de nous suivre de par les lieux peu cordiaux, donc de maisons d'arrêt et éventuellement des formations hospitalières. Là, je fais mention spéciale à tous mes frères et sœurs qui se retrouvent à la prison centrale de Makala. Sachez que nous sommes de cœur avec vous. Lorsqu'un état des droits arrivera, nous allons nous battre pour que la justice soit réellement équitable et que vous puissiez, si et seulement si vous êtes reconnu coupable, passer vos moments de détention dans de meilleures conditions. Et aussi, là, je fais mention spéciale à mes aînés. Je vois Milingagno Barnabé, Moukeba Ikosoïg Michel, Kabunda Kaboun Jean-Marc. Sachez que votre combat, elle est noble et le peuple congolais est témoin de tout ce que vous en direz au nom du combat pour son bien-être. Et la reconnaissance est là et demeurera pour toujours. Je m'en vais également saluer aussi ceux qui nous suivent par les formations hospitalières. En tout cas, sachez que nous sommes avec vous de cœur. Et lorsque le bon gouvernant sera là, nous allons nous battre pour que vous puissiez vraisemblablement suivre les soins de santé dans de meilleures conditions et aussi tenir à ceux qui sont chargés de vous soigner pour qu'eux également puissent être bien traités. Très bien. Puisque vous étiez en train d'évoquer les cas des prisonniers, il y a les procureurs, je crois, après la Cour de cassation, qui a mis à la disposition des Congolais quelques numéros par lesquels ils peuvent appeler pour dénoncer des cas de méconduite, on va le dire comme ça, de quelques magistrats. Et à ce jour, il y a un cas ou des cas qui continuent de déranger ou de susciter beaucoup de polémiques dans l'opinion. Il y a notamment Mike Mukeba qui a introduit sa requête au niveau de la Cour constitutionnelle depuis le 1er juin, mais jusqu'à ce jour, il n'a jamais obtenu de réponse. Est-ce qu'on doit toujours considérer que nous sommes dans un état de droit après tout ce qu'on constate aujourd'hui comme raté du côté de la justice, en dépit de ces numéros qui sont mis à la disposition des Congolais? Déjà, il faut dire que l'initiative est noble, Mhm. elle est à encourager, mais le contexte n'est peut-être pas propice. Pourquoi? Parce que les faits tels que nous l'observons jour après jour nous laisse dubitatifs quant à la poursuite de manière beaucoup plus efficace de ces dénonciations. Mhm. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, nous, à dénoncer par un numéro vert, mais les actes tels que posés par certains magistrats sont déjà de fait des dénonciations. Je Exact. vous prends les cas du magistrat
ou encore de l'instructeur du dossier Emolima Moukebaï. Je me pose la question, ces magistrats-là qui a la charge de gérer les dossiers de la plainte de l'honorable Moukebaï, pourquoi ces jours on ne sait avoir une suite? N'est-ce pas là un fait qui dénonce ouvertement un comportement? Pourquoi aujourd'hui Moukebaï ne sait pas ce que c'est le sort de sa plainte? C'est déjà ça la grande question. Et même s'il faut évoluer encore, les magistrats qui a ordonné par un mandat que l'on arrête un juge de siège qui a été amené au parquet des grandes instances ici, molesté presque, quel est le sort réservé à ces magistrats-là? C'est aussi là un autre cas. Et s'il faut évoluer encore dans le temps, il suffit simplement de passer 3 heures devant nos parquets, entendre tout ce que les gens rencontrent là comme victimes de l'administration de la justice. Vous avez vite comprendre qu'il y a un souci. Les soucis tant au niveau de l'applicabilité que même au niveau du traitement. Il y a des ceux-là aujourd'hui qui souffrent simplement parce que leurs adversaires sont forts. Il y a des ceux-là aujourd'hui qui ont difficile à entrer dans leurs droits parce qu'ils font face à des nantis. Il y a des ceux-là aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils font face à des puissants du régime. Mais est-ce qu'il faille nécessairement appeler pour dire, monsieur, nous dénonçons tel magistrat, ou il faille que les commissions d'enquête mises en place par monsieur le procureur de la Cour de cassation puissent révéler effectivement cela? Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent avoir des réserves pour dénoncer au risque de voir son sort être durci. C'est en fait ça la réalité. Donc, moi, je pense que partant simplement de faits tels que j'ai étayé ici, le procureur doit se rendre compte qu'il ne suffit pas de mettre en place un numéro, mais il suffit plutôt d'enquêter, d'investiguer. Parce qu'il faut le dire, le parquet ont également pour mission de rechercher les infractions. Mais ces infractions peuvent être commises seulement pas par les justiciables, mais également par le non-justiciable. Donc, je pense que la réalité aujourd'hui, c'est celle-là. Il faille que ceux qui ont la charge de l'administration de la justice se mettent à pied d'œuvre pour nous permettre de dénicher tous ceux que nous qualifions aujourd'hui de brebis égarés de l'appareil judiciaire. Revenez sur ma question. Mike Moukebaï, ça fait pratiquement 100 jours depuis qu'il a introduit sa requête de la Cour constitutionnelle, pas de réponse. Est-ce que la justice doit fonctionner de cette manière? Et là encore, il faut dire une chose. Moukebaï est victime de la volonté de quelqu'un. Et je l'ai dit sans mâcher les mots. C'est qui cette personne? Il est victime de la volonté d'Antoine. Comment ça? Vous savez qu'aujourd'hui, on peut bien se rendre compte, et je crois l'avoir déjà dit, que seulement pour Moukebaï Nkosoïk Michel, on a décidé de violenter tous les textes existentiels, tant du point de vue interne qu'international. On a violé les droits civils et politiques de Moukebaï, on a violé ses droits garantis par la Constitution, on a violé tout en fait, et même ses immunités parlementaires, on l'a violé parce que c'est Moukebaï. Et la question qu'il faille se poser, est-ce qu'aujourd'hui, les principes de célérité tels que le veut la loi qui organise la Cour constitutionnelle, qui voudra à ce que des requêtes qui sont introduites là-bas soient traitées dans un délai d'1 mois, vit encore. C'est en fait ça la réalité. Est-ce que ces principes-là ont encore corps à ces jours? Si ces principes-là n'ont plus corps, et moi je me poserai la question, ça n'a plus corps, pourquoi? Parce que c'est Moukebaï. Aujourd'hui, quelqu'un peut nous dire pourquoi après 3 mois, jour pour jour, on essaie de rendre un arrêt sur les exceptions soulevées devant la cour d'appel Chassa Gombe par la partie défense Moukebaï. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit l'issue, quelle que soit la teneur de l'arrêt, Moukebaï a le droit de voir cet arrêt être produit. Pourquoi? Parce que la loi des lois qu'on appelle la Constitution est vraiment très claire en stipulant que la personne arrêté, détenu, a le droit de connaître le sort lui est réservé. Et c'est pareil pour le traitement de ces demandes, dont principalement la requête, les exceptions plutôt en inconstitutionnalité. Mais lorsqu'on parle du volet contrôle du déroulement de l'appareil judiciaire par le magistrat, et j'aimerais la faire cette démarcation. Le juge constitutionnel n'entre pas dans l'ordre de contrôle tel que le veut la Cour de cassation. Ça, déjà, il faut le préciser parce que c'est déjà la première de juridiction. Et là-dessus, ou encore vit les responsables du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il sera difficile de demander à un subalterne de surveiller son chef hiérarchique. C'est pratiquement impossible. Mais ce qu'il faille retenir, c'est qu'aujourd'hui,
cette méthodologie-là ne devait en réalité être donnée, ou encore cet élan-là devait être donné par les présidents de la Cour constitutionnelle, qui lui est le patron de l'appareil judiciaire de mon pays. Mais si et seulement si lui ne sait déjà pas donner cette impulsion-là, ça veut dire qu'il y a un souci, et les soucis, c'est les soucis du bien faire. Est-ce que le fait d'être détenu dans une prison vous enlève votre qualité ou votre droit de bénéficier de certaines prérogatives? Je vais vous donner un autre cas. Vous avez Salomon Escadé, la conseillère spéciale de Moïse Katumbi, qui est privé aujourd'hui des soins de santé en dépit des examens réalisés et certifiés qu'il était réellement malade. Vous savez, je pense qu'en réalité, Antoine a pris une tangente dangereuse. En fait, cette tangente-là lui amène à croire qu'il est effectivement ce que les gens disent de lui, un roi soleil, où il peut un bon matin s'élever et décider de privation de droits inhérents aux personnes. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas les mobiles qui justifieraient les refus d'accorder des soins appropriés à un détenu qui, déjà, il faut préciser, n'est pas condamné de manière définitive. Exactement. Il est en pleine audience. Et cela rentre même dans l'élan de plusieurs cas presque similaires que nous avons connus ici. Aujourd'hui, personne ne nous dira que la vie de Bisselel était beaucoup plus importante que la vie de Salomon Escadela. Parce que Bisselel est malade, on a accepté qu'il aille se faire soigner. Mais pour les cas de Salomon, on ne veut pas qu'il puisse se faire soigner. Et même François qui a été évacué à Paris. On est allé plus loin, accorder une libération provisoire pour des motifs humanitaires dans le soin de santé et permettre même l'évacuation. Nous avons vu les jets que Papa Sassou a envoyés ici, l'avion médicalisé plutôt, qui a ramené notre très célèbre conseiller fantôme. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que grâce à M. Antoine, nous vivons sous les coups de 2 poids 2 mesures, une justice beaucoup plus sélective. Lorsqu'il s'agit de proches de M. Antoine, on voit la justice agir de manière prompte et si rapide. Mais lorsqu'il s'agit des adversaires politiques, la justice est beaucoup plus lente et beaucoup plus coercitive d'ailleurs, parce qu'il faut le dire, Moukéba Inkosso est parmi ceux qui s'opposent à la mauvaise gestion de cette gouvernance, et le prix à payer pour lui, c'est de voir sa requête ne pas être traitée. Salomon Escadela est proche d'un potentiel candidat présidentiable, et le prix à payer pour lui, c'est de rester en prison pour affaiblir psychologiquement ses potentiels candidats. Matata Pogno, un candidat présidentiel, le prix à payer, c'est de subir l'acharnement et pour même aller plus loin pour dire la pression judiciaire. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la constitution de notre pays est claire. Lorsqu'il parle de la sacralité de la vie, il faille protéger la vie d'une personne. Salomon vivant va beaucoup plus nous renseigner sur les faits qui lui est reproché. Exactement. Mais Salomon aujourd'hui mort, nous risquons de ne plus jamais connaître ce que les ministères publics lui reprochent. Et je pense qu'en réalité, la justice doit se départir des dictats politiques. Parce qu'aujourd'hui, le monde et même l'opinion nationale me donnent raison lorsque j'ai alerté déjà en 2018 d'une justice politiquement orientée avec des décisions confectionnées dans les sièges des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, on sait déjà lire au travers des réseaux sociaux ce que sera la condamnation de X ou Y, alors même qu'il n'est pas encore condamné. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faille que le citoyen Antoine revienne à la raison. Il est vrai que la loi prévoit des conditions pour être mise en liberté. Aujourd'hui, il faut le dire, la résidence de Salomon est connue vers ma campagne. Il n'a pas aussi demandé une mise en liberté. Il a plutôt besoin de se faire soigner. Non, j'arrive. La meilleure de possibilités serait de l'envoyer vers une formation hospitalisée, spécialisée. Parce qu'il faut le dire, les centres de santé que nous avons dans nos prisons, ils sont là pour des soins primaires, s'il faut le dire comme ça, de manière beaucoup plus urgente. Vous n'allez pas me dire qu'on va opérer quelqu'un à la prison parce qu'il a été interné dans un centre. C'est pratiquement impossible. Déjà parce que chaque soir, il est obligatoirement admis que tous les prisonniers regardent des cellules. Mais une personne opérée, vous allez me dire qu'il va un jour après entrer dans sa cellule avec cette plaie-là, avec tout ce qu'il y a comme condition. Je ne pense pas. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, même le procureur qui le poursuit et même la juridiction qui est déjà saisie pour son cas devait en réalité tabler sur ces faits-là, sur le fait qu'il y a une vie à préserver et il y a une vérité soit à rechercher ou à étaler. Mais on ne peut bien le faire que si et seulement si cette personne-là est en bonne santé. Aujourd'hui, on se lève un bon matin pendant l'audience, Salomon tombe.
Et ces spectacles-là profitera à qui? C'est en fait ça la réalité. Nous avons vu un magistrat tomber pendant une audience ici et tout le monde était paniqué. Sauver la vie, sauver la vie. Alors que déjà en amont, on a alerté qu'il était malade. Et c'est pratiquement le cas avec Salomon. Très bien. L'hôpital militaire de l'eau a confirmé qu'il est souffrant et même les médecins dépêchés par les renseignements. Les médecins légistes. Voilà. Il a des miens. A entériné cette thèse pour dire qu'il est malade et qu'il avait besoin de soins appropriés. Pourquoi ne pas les lui accorder? Parce que de toute façon, il est en détention et même lorsqu'il ira se faire soigner, il sera toujours sous bonne escorte. Très bien. Moi, je pense que les grands pas à faire maintenant, là, c'est d'accéder à cette demande-là pour préserver la vie de quelqu'un. À 3 mois des élections, nous assistons à des arrestations des opposants, des incarcérations, des poursuites et consorts. Est-ce que vous pensez que le climat est réellement apaisé pour aller aux élections? J'ai même vu la lettre de Martin Fayoulou adressée au Haut Conseil des droits de l'homme, dans laquelle il est en train aussi de dénoncer tout ce qu'il y a comme arrestation ou poursuite à l'endroit des opposants, qui sont même, pour certains, empêchés de se faire déplacer. Est-ce que le climat est-il apaisé pour aller aux élections? Le climat actuel. Le climat est-il propice pour aller aux élections? Préélectorale, je peux dire qu'elle est délétère. Voilà, c'est peut-être le mot à utiliser parce que la sérénité n'est plus au bon fixe. Jonathan, sur un plateau de télé aujourd'hui, ne sait pas ce que demain prévoit pour lui. Donc, on n'est plus sûr d'être en sécurité. On n'est plus sûr d'être libre de tout mouvement, simplement parce que ce monsieur qu'on pense être un roi soleil a mis en place une machine qui a pour objet d'écarter des potentiels éligibles. Et c'est là tant au niveau présidentiel que local que municipal. Parce qu'aujourd'hui, conscient de leur bilan beaucoup plus critiqué et à l'échelle des 10, on peut donner 2%. Selon vous, ça c'est vous. Mais donnez-moi un secteur qui a marché, on a débat. On parle aujourd'hui de la maternité gratuite. On peut donner droit à devenir parent à quelqu'un qui n'est pas responsable. Pour être responsable, il faut avoir un boulot qui vous permettra de gagner pour soutenir votre famille. Aujourd'hui, on nous demande de donner naissance gratuitement alors que nous n'avons pas de boulot déjà. On nous demande de donner naissance gratuitement alors que nous avons des écoles qui reçoivent 100 et 130 élèves par classe. On nous demande d'avoir plusieurs enfants alors que déjà, nous avons un problème de logement. Si on fait ça la réalité, cette ville a été construite pour 8000 personnes. Nous sommes aujourd'hui à combien ? Ça, ce sont des faits qui peuvent être critiqués ensemble avec ce qu'on appelle gratuité de la maternité. Et même lorsqu'il faut aller dans la gratuité de la maternité, c'est une mesure qui pouvait être applicable si l'État avait l'exclusivité. Revenez sur la question. Vous avez ouvert la boîte à Pandore, nous allons en parler. Donnez-moi quelques minutes. Cette gratuité de la maternité pouvait tenir si l'État avait l'exclusivité de soins de santé. Aujourd'hui, c'est prouvé et c'est même démontrable que les privés ont plus de formations hospitalières que l'État. Et ceux de l'État qui existent encore sont dans quel État? Si on fait ça la réalité. Et moi, je pense qu'on pouvait bien y aller si on évitait les triomphalismes en étudiant minutieusement le projet et en les lançant en tenant compte de tout ce qu'il y a comme paramètres. Le projet ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. On referme la parenthèse. Comme on est avant la campagne, on doit les lancer tôt avec des comédiens, avec des humoristes pour plaire à ceux qui veulent. Très bien. Si on fait ça la réalité. Sur la question. Je reviens sur la question de soins de santé. La lettre de Fayoulou au Conseil des droits de l'homme pour dénoncer tout ce qu'il y a comme abus ou traitement assez difficile infligé aux opposants. Non, mais c'est ça la réalité. Et cette lettre vient en réalité en soutien à ce que déjà le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ont révélé au mois de juin dans les derniers rapports. Parce qu'il faut déjà préciser que dans ces rapports-là, il est clairement fait mention de l'ensemble des violations massives de droits de l'homme qui sont orchestrées dans notre pays et sous les labels de citoyens Antoine, parce qu'il est en réalité l'homme orchestre de toutes ces violations. Parce qu'aujourd'hui, personne des Congolais n'est sûr de dormir en paix et se réveiller en tranquillité. Personne des Congolais n'est aujourd'hui libre de mouvement parce qu'il a des opinions contraires. Vous circulez librement, cher Jonathan. Ce n'est pas parce que moi je prends des dispositions pour circuler librement que les compatriotes congolais qui vivent vers les zones
circulent librement parce que là, c'est cette milice qu'on appelle Progrès qui sème terreur et désolation. C'est en fait ça la réalité. Ce n'est pas parce que moi, je prends des précautions pour circuler librement que mes compatriotes qui sont dans la commune de Makala vivent aussi en sécurité. Parce qu'il y a même des quartiers là-bas où l'État n'est pas là. Des communes désertées par la population parce que l'insécurité bat son plein. Je pense qu'aujourd'hui, la question de la sécurité, l'on ne doit pas les quantifier aux personnes. Il est vrai que nous sommes parmi les cibles. Nous sommes parmi les cibles potentielles. Mais les retombées de ces menaces ne nous guettent pas seulement. Ça guette l'ensemble de la population. Aujourd'hui, à l'Ozone, précisément à l'IPECO, c'est la terreur, c'est la désolation. Parce que certains groupes de personnes, encouragés par la gouvernance actuelle, sèment terreur et désolation et personne pour les inquiéter. Donc, le président Martin a raison de dénoncer et on saisit le Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, parce qu'effectivement, il y a une charte des Nations Unies sur les droits de l'homme qui, du reste, veille ou encore impose aux États membres d'appliquer ou de respecter à la lettre le droit de l'homme, en commençant par les droits civils et politiques. Si aujourd'hui, l'État congolais excelle dans les violations des droits de l'homme, particulièrement à l'encontre des opposants, c'est seulement parce que l'État congolais est devenu un État voyou. Un État voyou parce que les textes ne savent plus être appliqués. Voilà pourquoi, comme acteur politique, de premier rang, bien sûr, il faut le préciser, le président Martin a saisi le Haut Conseil pour qu'un œil soit jeté là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois des élections. Si on doit shipper comme ça un candidat président de la République, ça veut dire qu'en réalité, on veut avoir un couloir. Si on doit shipper comme ça un candidat potentiellement éligible à Lingwala, c'est pour avoir un couloir. Parce qu'aujourd'hui, moi, je l'ai dit, si la justice refuse de gérer de manière célère le dossier Moukébaï, c'est seulement parce qu'on veut l'empêcher d'avoir à nouveau le suffrage de la population de Lingwala, parce qu'en réalité, c'est le seul qui a valablement défendu les compatriotes congolais pendant ces 5 quinquennats. Beaucoup ont été caractérisés par la traîtrise, la transhumance, et aujourd'hui, le peuple les a reniés, le peuple les a vomis, et la volonté, c'est de ne pas avoir des challengers pour eux. Voilà pourquoi ils ont décidé de traquer les opposants politiques pour laisser un couloir libre. Très bien, on va évoluer cette fois-ci pour parler de cette affaire qui s'est passée au niveau des Goma la semaine dernière. C'était le mercredi 30 août. Une manifestation anti-MONUSCO qui a très mal tourné. On parle de plus de 40 morts, plus de 100 blessés et plus de 150 interpellations. Le procès a démarré. Le gouvernement a dépêché une mission sur place. Le gouverneur militaire du Nord Kivu est rappelé à Kinshasa pour des consultations. Certains officiers sont déférés devant la justice. Les procès se poursuivent encore. Il y a certains manifestants qui sont accusés comment on appelle ça encore, des crimes contre l'humanité. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, la sanction ou le fait pour la justice d'interpeller certains officiers est suffisante pour consoler tous ces cœurs, toutes ces familles qui ont perdu leurs membres? Déjà, il faut dire que c'est difficile. C'est difficile de réparer un préjudice causé à une famille. L'argent ne ramène jamais quelqu'un à la vie. L'argent ne soulage jamais un cœur blessé. L'argent ne comble jamais un vide. Et si et seulement si l'argent ne peut déjà pas combler, vous pensez qu'un simple communiqué ou un speech de 3 minutes où on dit que les gouvernements congolais présentent ses condoléances peut soulager ces familles-là? Je dis non. Pourquoi? Parce que de par les missions dévolues à l'État, l'État a pour obligation de préserver la vie de personnes et ses biens. Et ensuite, l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi l'État fait la démarcation. Il envoie les policiers pour une formation à sécuriser la population et leurs biens. Et il envoie les militaires pour une formation à faire la guerre, pour préserver l'intégrité du territoire national. J'aimerais ici plaider, comme je l'ai dit il y a quelques temps, pour que l'on interpelle également les responsables de la garde républicaine. On m'a dit que son nom c'est Kiriza. J'aimerais vraiment que ce monsieur-là, qui gère la garde républicaine, se retrouve devant un juge. Pourquoi? Parce que les images que nous avons vues révèlent qu'il semblerait, et ça il faut le dire, que ceux qui ont donné ou ceux qui ont tiré sur des manifestants civils portaient la tenue de la garde républicaine. Ça, c'est un élément de détail.
Mais lorsque l'on analyse effectivement la loi de 2013, l'ordonnance de 2013, 2013, oui, précisément du 13 février 2013, portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine. Cette ordonnance est beaucoup plus riche. Mais il y a une disposition qui m'intéresse. C'est l'article 10 qui dit, les Congolais peuvent les rechercher, c'est même disponible sur Google, que la garde républicaine, du point de vue commandement, a un chef que l'on appelle les commandants de la garde républicaine et qui est sous la tutelle ou sous les ordres de la première institution du pays. Et celui-là est secondé de 2 commandants adjoints. Et seul au niveau de l'organisation et de la logistique, il dépend du chef d'état-major général. Donc aujourd'hui, il faut dire, lorsqu'il y a un ordre, lorsqu'il y a un commandement qui est donné au niveau de la garde républicaine, c'est soit le citoyen Antoine qui donne, ou soit les responsables de la garde républicaine qui le fait de lui-même. Il n'y a que ces 2 possibilités-là. Vous allez vous rappeler, il y a plusieurs années ici, je m'avais également salué nos amis de Boundoudia Congo, avec le grand maître de Monansemi, ont déploré également un carnage vers le Congo central. Exactement. Et cela a été orchestré à l'époque par les mêmes éléments. Il y a même une plainte à la CPI. Vous allez vous rappeler, il y a une plainte à la CPI. Et si aujourd'hui, les faits tels que dénoncés en son temps reviennent, il faille qu'on établisse des responsabilités. Il est vrai, j'ai vu dans les images, on a pris quelques éléments. Mais je pense qu'il doit y avoir un chef hiérarchique qui doit répondre. Pourquoi? Parce que déjà, les communiqués du gouverneur militaire disent que ce n'était pas la première fois pour ces Ouazalendo de manifester. Mais pour cette fois, il voulait manifester pour le départ de la MONUSCO. C'est écrit dans son communiqué. Donc en réalité, le gouverneur militaire était avisé qu'il y aurait manifestation. Nous savons tous les principes de la loi sur les manifestations publiques. Les auteurs saisissent de manière officielle, l'autorité municipale table sur le pourtour de sécurité pour voir comment les encadrer. Mais si le gouverneur militaire dit dans son communiqué qu'il voulait manifester, c'est que le gouverneur militaire avait l'information. Exactement. Et la mairie de Goma avait plutôt refusé d'accorder l'autorisation à ces manifestants de procéder à la marche. J'arrive. Qu'a-t-il posé comme acte? Est-ce qu'il a appelé les concernés pour leur notifier de vus yeux comme ça que je refuse votre marche? Ou simplement, il y a eu un autre communiqué déféré dans les réseaux qui prescrivait cette interdiction. C'est en fait ça la réalité. Si et seulement si on n'a pas reçu ces gens-là pour leur communiquer de manière verbale les refus, ils sont en raison de dire qu'ils n'ont jamais vu ce communiqué. Et là, la responsabilité de la mairie de Goma est engagée. Voilà pourquoi je l'ai dit. Les maires de la ville de Goma, les responsables de la garde républicaine, ce sont des gens à se retrouver aujourd'hui à Ndolo ou devant un juge. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons plus accepter, nous ne pouvons plus tolérer que dans des États comme la nôtre, qu'on se lève un bon matin et que l'on ôte la vie à plus de 40 personnes parce qu'ils ont décidé de manifester. Ça, c'est de l'intolérance. Et l'intolérance engendre la barbarie dans la gouvernance. Et la barbarie a pour conséquence les morts. Et ces morts-là ne doivent pas partir en vain. Il faudrait que les gens y répondent. Voilà pourquoi j'invite l'auditeur général à se saisir du responsable de la garde républicaine. Parce que si ces hommes se sont retrouvés là-bas, il y a eu un donneur d'ordre. Et seul lui et ceux qui ont été sur le terrain peuvent nous donner les noms. Mais comment voulez-vous que le responsable de la garde républicaine soit interpellé ou sanctionné du moment où le parquet nous révèle que les policiers, ou qu'est-ce que j'ai dit, les militaires qui ont ouvert le feu sur les manifestants l'ont fait de manière isolée. Il n'y a pas eu de commandement au niveau de venant de la hiérarchie. Comment va-t-on sanctionner J'aimerais vous éclairer là-dessus. La loi est claire. Ces éléments-là dépendent immédiatement de la première institution du pays. Ils ont agi de manière isolée selon les partis. J'arrive. Et cette première institution du pays nomme un commandant qui dépend d'elle. C'est en fait ça la réalité. Mais si aujourd'hui,
on doit affirmer que les éléments ont utilisé les moyens de l'État, ont utilisé les armes que nous payons avec notre cotisation en termes d'impôts, en termes de taxes. Ça veut dire qu'en réalité, on ne gère rien, on ne gère personne. Si les éléments peuvent se libérer et aller faire un carnage de manière isolée, c'est qu'en réalité, ils sont incontrôlés. Et j'ai béni l'Éternel, et j'ai béni également nos ancêtres, parce que ni tété, et c'est rare de compatriotes qui ont eu le temps de filmer, peut-être que nous ne saurions jamais la vérité. Et ça allait occasionner de morts gratuites. Et pour vous compléter, il y a encore des nouvelles images qui font pratiquement le tour des réseaux sociaux où l'on voit ces militaires de la garde républicaine, après avoir tiré sur les manifestants, en train de ravir certains biens appartenant à ces victimes. Non, c'est en fait ça la réalité. Déjà, je l'ai redit encore, la barbarie s'installe. Voilà pourquoi moi je plaide pour l'arrestation du responsable de la garde républicaine. On ne peut pas retrouver ces hommes dans pareilles circonstances en train de commettre ces forfaits et que lui dise ou que ses services affirment qu'ils l'ont fait de manière isolée. C'est le parquet qui a dit ça. Voilà, le parquet ou l'auditoire. Parce que moi je pense qu'il n'y a pas un service qui a beaucoup plus de rigueur que l'armée. Beaucoup plus de rigueur que l'armée. Et là, c'est bien mentionné, la discipline est la mère mère de l'armée. Voilà. Donc, je ne suis pas convaincu que ces éléments-là se seraient déplacés. Parce qu'on a vu des véhicules de l'État. On a vu ça. On a vu des hommes, bien que les visages ne sont pas à découvert, qui s'est déplacé et commettre ces forfaits-là sans qu'il y ait un donneur d'ordre. Je m'inscris en faux. Il y a un donneur d'ordre. Mais je n'aimerais pas que pour ces procès qui est en train de se dérouler, que l'on utilise des personnes de manière fictive. J'aimerais que les vrais auteurs répondent pourquoi un procès n'a pas seulement un caractère publicitaire, c'est aussi éducatif. Il faudrait que ceux qui ambitionneraient dans les futurs de commettre pareil acte se servent de leçons au travers d'un procès. Et moi je pense, et je le redis encore, il faille que les responsables de la garde républicaine soient arrêtés. Parce que ce sont ces hommes qui ont été filmés, ce sont ces hommes qui sont devant la justice et je doute fort que ces hommes-là pouvaient se retrouver en pareille circonstance seuls. Je n'accepterai pas de croire à ça. Alors, on a pratiquement tous décrié la légèreté avec laquelle le gouvernement avait communiqué sur cette affaire. Le gouvernement a donné l'impression de minimiser ce qui était arrivé à Goma. Vous avez aussi lu le communiqué du gouverneur militaire, Constant Ndima, qui est d'ailleurs rappelé à Kinshasa. Il a aussi abordé l'affaire dans le même sens que le gouvernement central. Et maintenant que ce même gouverneur est rappelé à Kinshasa pour les consultations, est-ce que nous pouvons nous attendre dans les jours qui viennent à des sanctions ou à des mesures peut-être coercitives à l'endroit de ces gouverneurs? Je l'ai toujours dit, ce gouvernement-là devait être rappelé à Kinshasa pour inefficacité. Il n'a pas été très efficace dans la gestion de cette entité territoriale. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'ils arrivaient pour gérer cette province, Bunagana était nôtre. L'état de siège est arrivé, nous avons notre Bunagana. C'est pendant l'état de siège que l'on nous a dépossédés de Bunagana. Ça, il faut vraiment le dire aux compatriotes congolais. Donc, pour les besoins de l'efficacité, je pense que ces gouverneurs militaires devaient être rappelés. Premier fait. Deuxième fait, si aujourd'hui on les rappelle pour des consultations, c'est qu'en réalité, on a ignoré ces premières consultations opérées par M. Antoine lorsqu'il a vu Jason. On a ignoré les secondes consultations qui ont été opérées par M. Lukonde lorsqu'il a fait la tournée pour ces provinces sous état de siège. Et l'on a même ignoré l'évaluation récente de l'état de siège. Parce qu'il faut le dire, la mission ou l'objet... Mais là, il est rappelé non pas pour le maintien ou la levée de l'état de siège, mais plutôt par rapport à ce qui était arrivé le 30 août dernier. Vous savez, ce sont des vocables utilisés pour couvrir de personnes. En réalité, c'est un monsieur qui devait être devant la justice aussi. Mais lorsqu'on parle de rappel pour des consultations, est-ce qu'on va les consulter sur papier ou on va les consulter de manière verbale? Et lorsqu'on les rappelle pour les consultations, on nomme un remplaçant. La réalité, c'est quoi? Il y a un gouverneur qui assume l'intérim. C'est ce que j'ai dit. Donc, en réalité, on vous demande d'être des côtés. Mais moi, je pense que des côtés où il se retrouve maintenant, ce n'est pas là où il devait être. Il devait arrêter d'être devant un juge, un peu comme va l'être aussi le responsable de la garde républicaine. Parce que ce sont des gens qui doivent répondre. Ces faits-là se sont commis par les hommes qui, eux, sont censés gérer
ou encore des entités, ils sont commis dans des entités où ils sont censés maintenir l'ordre. C'est fait ça la réalité. Donc moi je pense que la vérité aujourd'hui c'est que les rappels ici c'est un peu une façon de les couvrir pour qu'ils puissent pas répondre parce que ceux qui répondent sont là-bas et lui est ici. Donc je pense que la réalité est celle-là. Et je pense que la justice de mon pays va effectivement ouvrir deux actions contre les responsables de la garde républicaine et éventuellement l'ancien gouverneur militaire. Le procès se poursuit. Le gouvernement a dépêché aussi sa mission sur place. Que devons-nous attendre de cette mission gouvernementale conduite par le VPM de l'Intérieur, le VPM de la Défense, le ministre des Droits humains, mais aussi le vice-ministre de la Justice? On doit s'attendre à quoi? Vous savez, déjà, il faut noter Est-ce qu'il y aura des éléments nouveaux que la gouvernance a réagi 3 jours après. 3 jours. 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, les familles étaient déjà en deuil. C'est la mauvaise foi, la méchanceté. 3 jours après. Premier élément. Deuxième élément. La gouvernance décide d'envoyer sa mission. Mais déjà arrivé sur le terrain, la population a scandé de cris pour dénoncer l'ententisme beaucoup plus méchante de la gouvernance actuelle. Les gens perdent la vie, vous attendez 3 jours après pour réagir et vous envoyez une mission. Et la mission arrive pour produire quoi comme résolution? Parce que déjà les communiqués disaient tout. L'on a un groupe de personnes qui ont décidé de manifester contre une institution qu'on appelle la MONUSCO. Et ensuite, ceux qui sont censés encadrer ne l'ont pas fait. Et d'autres unités sont venues en intervention et ont causé des carnages. C'est en fait ça la réalité. Et lorsqu'ils arrivent, c'est pour nous annoncer des arrestations et des procès. Donc déjà du point de vue investigation, ils ne sont déjà pas en mesure de dire à ces populations que si et seulement si des gens ont perdu la vie, c'est parce que nous ne nous sommes pas bien comportés. Nous avons été défaillants. Donc ils se sont tus pour dire la vérité. Et puis encore, je ne sais pas si cette vidéo elle est authentique, un ministre qui soufflait de quoi dire à un autre ministre. Ça traduit un peu la réalité du fonctionnement de la gouvernance actuelle. La maîtrise de la Ça peut arriver. Ça peut arriver, cher Jonathan. Pas à ce niveau-là. Pourquoi ça? Parce que lorsqu'on arrive... reste des humains. J'arrive. Lorsqu'on arrive dans des zones telles que celle-là, la première des choses qu'on fait, on convoque des réunions sécuritaires pour avoir cette vie globale de la situation. Après quoi, on échange avec les responsables des secteurs. C'est ce qui a été fait. J'arrive. Et vous allez me dire qu'après avoir échangé avec tous ces responsables-là, on ignore que ces gens-là devaient être à l'auditorat, on parle du parquet. On ignore que c'était les commandants régiments. Vous comprenez un peu tout ça? Donc, soit on a participé en étant actif à ces différentes réunions, soit on a participé en étant passif. On ne faisait qu'écouter pour ne rien retenir. C'est en fait ça la réalité. Et cela traduit un peu la façon dont la République est gérée. Vous imaginez la façon dont la République a été rabaissée avec cette vidéo-là au niveau mondial? Et curieusement, ce sont des compatriotes congolais qui en ont fait les relais. Et les gens aujourd'hui ont une opinion minimaliste de nos dirigeants. À ce niveau-là, on ne pouvait pas cautionner pareille chose. Les enquêtes et des procès dans ces pays n'aboutissent pratiquement pas à grand-chose. Nous attendons jusqu'à ce jour les enquêtes sur l'assassinat des chérubins au Kende, ça n'arrive toujours pas. Le procès 100 jours, vous savez comment ça s'est déroulé. Et actuellement, nous attendons et les enquêtes et aussi le procès ou le verdict final de ces procès qui est en cours. Est-ce que vous pensez que cette fois, au moins, on va se démarquer et on saura les vrais commanditaires de ces carnages qui s'est passé à Goma? Je vais vous donner mon point de vue. À mon humble avis, nous sommes partis pour ne pas connaître la vérité. Parce que je ne fais pas confiance aux enquêtes menées par les responsables de la RDC. Je vais vous donner plusieurs cas qui aujourd'hui souffrent d'exactitude. Vous avez donné les cas les plus récents, les enquêtes menées pour l'assassinat odieux et politique de l'honorable Okende, dont à ce jour, nous ne savons même pas avoir les rapports de l'enquête de la RDC d'abord.
2 mois presque. De la RDC d'abord. Et la famille continue à faire le deuil. Vous imaginez, on impose comme ça plus de 3 mois, plus de 2 mois presque à la famille de faire le deuil. Pourquoi? Parce que l'on n'est pas en mesure de produire dans les temps un rapport costaud détaillant la vérité sur l'assassinat de notre ministre honoraire. Ça, c'est un problème de deux. On a tué à Kichiché plus de 200 personnes. La RDC a dit qu'il était en train de mener des enquêtes. À ce jour, nous attendons de résolution. Toujours incongru et sans véracité. On évolue encore. L'avion qui transportait la logistique de la première institution du pays a connu un crash ici, où des compatriotes congolais ont perdu la vie. Nous attendons les résolutions de l'enquête. Dans les Congo central, un camion citerne a connu un accident et ça a calciné de personnes. Le gouvernement congolais a ouvert des enquêtes. C'est toute une litanie. Nous attendons des résolutions. C'est fait ça la réalité. Et me dire maintenant là qu'ils ont encore... Delphin Kaïmbi également. Voilà. Me dire en ce moment qu'ils ont ouvert des enquêtes. Et je me dis, nous partons encore pour un sommeil profond. Peut-être que nous reviendrons ici avec le nouveau président en 2024 pour parler toujours des rapports des enquêtes. C'est fait ça la réalité. Parce que la justice de mon pays, par sa branche chargée de faire des enquêtes, est beaucoup plus complaisante, beaucoup plus sentimentale. Aujourd'hui, on ne sait pas voir vrai parce que les interférences s'y mêlent déjà. Si et seulement si on était vraiment en train de faire des enquêtes, on ne déférait pas une portion de personnes. Et depuis que ces personnes sont déférées, avez-vous vu des ajouts? Non. Une autre question qui me revient en rapport toujours avec ces massacres de Goma. Selon plusieurs versions, on nous a fait savoir, on nous a fait croire que tout était parti des émissions qui étaient animées dans une radio locale appartenant bien évidemment à ces mouvements politico-mystiques, comment on appelle ça, politico-spirituels et consorts. Il y avait une radio où des émissions étaient animées, une radio allant dans le sens de la radio Mille Collines. Mais comment, dans un pays où il y a une institution chargée de réguler les contenus des médias, une autre de l'autorégulation, je pense, on n'a pas réussi à anticiper le coup, d'abord en retirant le signal de cette radio, et on a attendu que le pire puisse arriver afin de passer à l'acte. Il y a des invitations qui tombent pratiquement chaque mois ici chez Perfect Télévision, mais comment le même CESAC n'a pas été en mesure de sanctionner cette radio qui diffusait un contenu qui dérangeait un peu le... Vous savez, triste de constater les mœurs. Que même ceux qui ont des missions de par les actes qui le nomment se taisent de manière délibérée pour les accomplir. Aujourd'hui, il est vrai que vous ne retrouverez jamais des invitations de ces institutions qui sont malheureusement gérées par des gens qui n'ont pas de vertu, des gens qui ne sont pas propres. Ça, il faut le dire. L'autre essaie d'insulter à la télé le père d'autrui, les comparer à du n'importe quoi, et l'autre ne sait même pas défendre les siens. Et lorsque l'on voit, par exemple, qu'un journaliste est inquiété, on sait chercher l'UNPC pour réagir. C'est en fait ça la réalité. Ils viennent toujours de manière attentiste. Et aussi, lorsqu'on parle de la régulation, déjà, il faut dire que les domaines de la régulation, c'est un peu comme les domaines de la police. C'est pour stopper, arrêter les hémorragies avant que les pires n'arrivent. On parle bien de la radio Mille Collines, mais les effets d'après la radio Mille Collines, aujourd'hui, beaucoup ne s'en remettent toujours pas. Beaucoup. J'ai suivi il n'y a pas longtemps une citoyenne rwandaise, Hutu, qui se retrouve exilée au Canada, qui parlait, mais vous sentez qu'il était encore sous les chocs. Il était encore sous les chocs. Donc, lorsque l'on implique la régulation, c'est pour anticiper. Mais ici, la régulation est fixative. Fixative à l'endroit de qui? De jeunes de l'opposition. Comme on les qualifie. Mais je ne vois pas un responsable de l'opposition qui crée ces chaînes-là et qui les met en son nom. Ce sont des jeunes entrepreneurs congolais, journalistes qui décident de créer leur boîte pour engager et soulager le problème de la pauvreté et surtout de ce chômage qui, depuis plusieurs années, implique notre pays. Mais malheureusement, on décide de n'avoir de monitoring que pour ces chaînes-là. Alors que nous avons des radios qui émettent à plus de 1000 km d'ici, mais qui ne sont presque pas contrôlées.
C'est en fait ça la réalité. Aujourd'hui, on posera la question du contenu du programme de cette chaîne-là. Posez la question à ceux qui Christian gère ici, s'ils ont ces contenus-là. Déjà au niveau de la ville de Kinshasa, j'ai peine à chercher la direction provinciale du CESAC. Parce que c'est permis. Il est écrit que chaque province doit avoir une direction. Pour Kinshasa, la direction se trouve où? Tout se passe au niveau de Batété, là. C'est Batété, là, ou Royal? Royal. Vous imaginez un peu. Donc aujourd'hui, si c'est ces contenus-là qui a dégénéré, ça veut dire qu'en réalité, Christian ne mérite pas d'être là. Pourquoi? Parce qu'il ignore complètement ses prérogatives. Il n'est ni préventive, il n'est ni anticipative. Mais il faut se demander aussi, est-ce qu'il a les moyens de sa politique? On peut beau critiquer, mais est-ce que le CESAC dispose de tous ces moyens pour mener à bien sa politique? On parle d'une radio qui se trouve dans les fins fonds de Goma là-bas. Vous savez, je l'ai toujours dit, et il y a l'auteur français Zemmour qui m'a presque rejoint dans la pensée. Lorsque l'on est responsabilisé par l'État, on n'a pas à se soucier de comment travailler. On doit se soucier de quoi faire. Très bien. Parce que lorsqu'on répond à la question du quoi faire, la réponse de comment arrive. Je suis nommé responsable d'un ministère. Comment je vais les gérer? Là n'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que je dois faire dans ces ministères-là? Si je dois engager de réformes, il faut que celui qui m'a nommé mette de moyens à ma disposition. Donc si Christian ne sait pas quoi faire dans son secteur, c'est son problème. Il ne s'agit pas d'une question personnelle. Vous savez, il s'agit d'une institution. Vous savez, je l'ai toujours dit, hein, c'est un corps. C'est la deuxième institution d'appui à la démocratie. La démocratie implique plusieurs corollaires, dont la défense des intérêts de droits et libertés fondamentales de personnes. Je ne connais pas un communiqué où cette institution-là défend les droits de personnes qui sont violentées. On dira que c'est parce que je suis dans votre chaîne. Je donne un cas simple. On vient ici avec plus de 3 services de l'État prendre un responsable de médias, les cueillir comme quelqu'un qui n'avait pas de droit à un respect dans la ville. Il y va, il passe 24 heures. L'organe qui est censé défendre les médias, parce qu'aujourd'hui, cette attitude-là, ou cette arrestation-là, pouvait impacter sur les rythmes de travail. Et lorsqu'il impacte sur les rythmes de travail, en réalité, il met en branle les missions d'une presse efficace. Si déjà on n'est pas en mesure d'être solidaire envers une maison de presse, ça veut dire qu'en réalité, on est sélective. Et lorsqu'on est sélective, ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas appelé à gérer. Parce qu'un gestionnaire, c'est un rassembleur. Un gestionnaire est censé ne pas avoir de tendance. Un gestionnaire est censé être unificateur. Très bien. Mais lorsqu'il opte, ensemble avec son institution, d'infliger de manière sélective des traitements, ça veut dire qu'en réalité, ces personnes-là ne vont jamais être de bons dirigeants. Voilà pourquoi moi je pense, et c'est d'ailleurs mon opinion, que Christian, c'est parmi les plus mauvais des responsables de cette institution. Les débats sur le CESAC, ce n'est pas son président. Si seulement si l'institution pouvait être anticipative, nous préserverons à ce jour les vies. Très bien. On va terminer l'émission par cette dernière question, ou cette dernière thématique. Les élections approchent à grands pas. La CENI va bientôt ouvrir on va dire, son bureau de réception et traitement des candidatures pour réceptionner cette fois-ci les candidatures au niveau de la présidentielle. Vous, du côté de la coalition Lamouka et de Martin Fayoulou précisément, vous n'êtes toujours pas concerné par le processus en cours.
qu'est-ce qui va arriver? C'est la question que j'ai continué toujours de vous poser en 2023 ou en décembre 2023, si les élections sont organisées sans que la CENI ou les régimes en place ne puissent accéder à vos revendications. Nous ne jouerons pas à la politique de la chaise vide. Première précision. Deuxième, nous sommes très concernés par ces processus. Parce que nous nous sommes fait enrôler. Mais vous n'avez pas déposé vos candidatures. J'arrive. Nous avons simplement suspendu les dépôts de nos candidatures. Et le calendrier a évolué. Troisièmement, la question de l'ouverture. En fait, c'est un peu cette épine sur les pieds de M. Nanga Junior qui n'arrive pas à les quitter depuis quelques temps. Il s'appelle Denis Kadima et non Nanga Junior. Dans sa gestion, il est fait presque comme Nanga, mais avec beaucoup de ratés. Nanga a une carte qui est à jour jusqu'à présent. On peut les retrouver avec des photos et des images. Malouma a une carte qui est visible à ce jour. Et lui, sa carte, c'est dans quel état? Tu fais ça la réalité. Donc aujourd'hui, le problème du respect de délai, c'est son problème. Il dit des choses qu'il ne sait pas respecter. Le premier, j'ouvrirai le bureau de réception. Nous sommes aujourd'hui au 6. Quels sont ces bureaux qui sont déjà ouverts? Alors, le premier, il a convoqué l'électorat. L'ouverture des bureaux, je crois, ça doit intervenir le 9. Lorsque l'on convoque l'électorat, en réalité, on dit qu'on est prêt. Prêt pour recevoir, prêt pour accueillir, prêt pour traiter. C'est ça le problème. Mais lorsqu'on doit comparer le dépôt aux dates données, on se rend compte qu'en réalité, on joue avec les dates. On sait bien avancer des dates que l'on ne sait pas respecter. Et c'est là le problème. Voilà pourquoi moi je pense qu'aujourd'hui, ceux de l'Union sacrée ne doivent pas écarter la face pour dire qu'ils ont gagné parce qu'ils ne seront pas là. Nous serons là avec eux. Comment ça? Le Martin Fayulu va postuler seul à la présidentielle sans avoir derrière lui d'autres sympathisants et cadres du parti qui ont postulé à la députation. Vous savez, je ne peux vous dire ça parce que c'est la primaire de l'information appartient au chef. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes très engagés dans ce processus. Vous serez alors versatile dans ces cas? Qu'est-ce que vous entendez par versatile? Parce que rien n'a changé. Aucune de vos revendications n'a été prise en compte. Nous n'accepterons pas. On n'a pas audité. Nous n'accepterons pas, nous, de permettre aux Congolais de subir la dictature de M. Antoine pour un second mandat. Et qu'est-ce que vous allez faire en contrepartie? Je suis à la télé et je ne me permettrai pas de prendre le risque de dévoiler tout. Vous êtes dans la distraction alors. Moïse Katumbi redynamise ensemble pour la République. Matata Pogno affûte aussi ses armes. Deli Sessanga. Bref, tous ces candidats déclarés à la présidentielle se préparent sérieusement. Entre-temps, vous balbutiez encore. Tous les font après nous. Nous sommes la première formation politique à avoir lancé les tournées. On a fait plus de 6 provinces. Très bien. Non, ne m'arrêtez pas maintenant. Parce que vous avez ouvert une thématique qui est intéressante. Et j'aimerais bien opiner là-dessus. Tous les font après nous. Nous sommes parmi les premières formations politiques à avoir décidé de placer comme candidat président de la République le président Martin. Les congrès de son parti, l'engagement citoyen pour le développement, s'est tenu bien avant tous les congrès. Même cette histoire qu'on a créée, mini-congrès, qui n'existe pas dans les statuts de l'UDPS. Ils l'ont fait après nous. Non, ils ont parlé d'un congrès extraordinaire. C'est écrit où congrès extraordinaire? C'est l'UNC qui a organisé un mini-congrès. Bon, c'est écrit où congrès extraordinaire dans les statuts de l'UDPS. Quelqu'un qui a vu ça dans les statuts, c'est une question interne, ça ne nous concerne pas. On termine voilà, on est prêt à violer les textes. Un peu comme on a violé avec la présidence AI. Un peu comme on l'a violé avec les secrétaires généraux AI. C'est une organisation interne, ça ne vous concerne pas. Ces gens excellent dans les désordres comme vous n'aurez pas idée. Ce n'est nullement écrit. Même le vieux Corneille Moulouma ne peut pas me contredire. Tout comme aussi, vous congrès excellez dans la versatilité. Non, mais qu'est-ce que vous entendez par versatilité? Le fait d'avoir posé des conditions pour lesquelles des ignorants s'entêtent et l'on décide d'aller défendre notre peuple, c'est ce que vous qualifiez de versatilité. Nous n'avons pas changé de ligne de combat. Nous n'avons pas changé de position de combat. Très bien. Mais nous pensons qu'on ne peut pas laisser notre peuple souffrir pendant que l'on peut apporter un plus. Ça, c'est notre position.
On a démoli HLM. Bon, on a cassé cette barrière qui entravait la circulation. Vous savez, j'ai deux conseils. Le premier, je vais le prodiguer aux hommes forts d'aujourd'hui. Rapidement. Le deuxième, c'est aux forts de demain. Vous savez, il y a mon grand-père qui m'a dit une fois, lorsque vous êtes élevé, ne minimisez pas, ne négligez pas ceux qui sont en bas. Pourquoi? Parce que ceux-là ne sont là que de manière ponctuelle. Ils vont quitter là où ils sont. Aujourd'hui, moi je qualifie cette démolition d'une provocation. Mais comment ça? Pourquoi je les qualifie de provocation? J'attendais, j'ai même compulsé toutes les vidéos qui circulent. Voir les habitants de ces coins-là nous dire la dernière fois où ils ont utilisé ces passages-là, c'était quand? Mais ça reste une voie publique. J'arrive. Personne de toutes ces vidéos que j'ai compulsées ne peut vous dire qu'ils ont utilisé ça, même dans l'époque du maréchal. Personne. Personne. Donc, pour dire déjà que c'est depuis l'époque du maréchal que cet espace-là n'était pas exploité. Mais maintenant, considérons le fait que les nouveaux riches sont là, les puissants d'aujourd'hui sont là, ils veulent se frayer de voies de sortie. Je les félicite. Très bien. Je les encourage. On termine l'émission. Et là, j'aimerais demander à nos amis du FCC, particulièrement ceux qui ont l'opportunité d'échanger avec l'ancien président. Il faut dire ceci à monsieur le sénateur à vie. La maîtrise, la tranquillité, la sérénité, c'est l'arme des hommes grands. Ces trois éléments que j'ai cités là. Je sais que c'est un monsieur qui lit beaucoup. Si et seulement si quelqu'un peut lui faire parvenir ces trois choses que j'ai citées, il comprendra qu'en réalité, il doit rester là où il est. Pour attendre que le fort d'aujourd'hui vienne le retrouver là-bas. Très bien, on a terminé l'émission. Le sénateur à vie continue d'observer son silence légendaire, son calme habituel. Il n'a pas paniqué et il n'a pas aussi réagi en rapport avec tout ce qui s'est passé. Je l'encourage dans ce sens. On peut se tranquilliser. Cette émission est terminée. Grand merci à vous, cher Jonathan, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également. Grand merci également à toute l'équipe technique. Grand merci à tous les téléspectateurs et internautes de Perfect Télévision. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Au revoir.